Donc, bienvenue pour un nouveau webinaire de l'école Grace Code. Donc, c'est une école qui aura lieu du 1er au 12 juillet 2024. On va parler beaucoup d'optimisation, d'architecture CPU et GPU, de précision sur du calcul, du profilage mémoire, du profilage en général. On va aborder les langages C++, Rust, Fortran et Python. On va faire du SQL, du CUDA, du Eve, du NumPy, du NV Fortran, du NVC++, du G++, du Clang. Enfin, on va faire beaucoup de langages comme ça. Aussi du Legate, du TensorFlow et du numérique. Et aussi du JAX et du DPC++, et un large panel de technologies. Donc là, il y a trois modalités d'inscription et ça tombe bien parce que les inscriptions, c'est la semaine prochaine que ça commence. Donc la première, c'est en présentiel à Annecy, où vraiment vous pouvez suivre avec les profs à Annecy, avec une session Bootstrap aussi à la fin. On a toute une journée où vous pouvez venir avec vos questions, vos projets, pour qu'on vous aide à les améliorer et à potentiellement les optimiser. Ensuite, on peut aussi suivre en distanciel, mais sur des sites satellites. Donc, ce sont des partenaires, des centres de calcul potentiellement partenaires de l'école qui vont vous fournir leurs ressources de calcul pour que vous puissiez suivre les cours, mais au plus près de chez vous. Donc là, j'ai perdu le compte, Karim, mais je pense qu'il y en a quatre, cinq déjà de bons, et puis il y Ah, en ah, a plusieurs qui sont en absolument. discussion, quelque chose comme ça. Ah, absolument. En Voilà, fait, il y ok. en a un à Toulouse, un à Marseille, un à Rouen, un à Reims, un en Belgique, un au College of Computing du Maroc. Donc, vous avez vu deux pays en dehors de la France. Nantes et Montpellier, et en discussion avec plusieurs sites sur l'Île-de-France. Donc, si vous souhaitez être site satellite, c'est le moment, tout est gratuit, profitez-en. Voilà, Pierre. Ok, bah merci pour cette précision, parce que c'est vrai que là, j'ai perdu le fil, hein. Il y a trop de choses en même temps qui se passent. Donc voilà, normalement, vous devriez avoir à terme un site satellite pas trop loin de chez vous si vous n'avez pas forcément le temps de venir ou que, voilà, après, c'est quand même un déplacement, c'est 2 semaines à Annecy, mais quand même, on va vous réserver pas mal de petites surprises, donc si vous venez, normalement, ça vaudra le coup. Et la dernière modalité, c'est vraiment en distanciel, à la carte. Donc, on va restreamer tout sur YouTube en direct et comme ça vous pourrez suivre vraiment les sessions qui vous intéressent si vous ne pouvez pas tout suivre, que vous n'avez pas le temps. Globalement, ça va se couper en deux. La première semaine, ça va être CPU, la deuxième semaine, ça va être GPU. Mais tout aura une continuité, hein. Donc tout ce qu'on aura vu dans la première semaine, on va l'utiliser dans la deuxième, hein. Donc si vous êtes là pour les 2 semaines, c'est quand même mieux. Mais voilà, l'idée de cette école. Donc les inscriptions, ça commence lundi prochain. Au LAP, le nombre d'inscriptions va être limité à 32 parce qu'autrement, pour le bootstrap, ça va être compliqué. Donc, si vous voulez vraiment venir ou que vous n'êtes pas loin, tout simplement, et que vous pouvez venir facilement, essayez de vous inscrire assez vite parce que pour le coup, on est assez limité en place. On n'a pas forcément le nombre de places pour les sites satellites, mais globalement, c'est quelques dizaines par site à peu de choses près. Donc, ça variera, mais ça, on mettra tout à jour pour le formulaire d'inscription. Normalement, vous aurez les infos. Et en distanciel, bon, là, vous pouvez autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et sur ce, je me donne la parole à moi-même pour présenter un peu de calcul sur GPU en C++20 avec NVC++, mais aussi en CUDA et aussi en Thrust parce qu'il faut bien faire le pont entre les deux. Donc dans cette présentation, je vais commencer par un petit rappel, histoire qu'on démarre bien la présentation, et puis après on va aller voir tout ce qui se passe du côté de CUDA, de NVC++, en C++17 et en C++20. On était parti la dernière fois donc sur la présentation d'avant, donc avec le C++ standard sur CPU et GPU. Et donc, quand on fait du C++, si vous voulez faire du GPU parallélisme, a priori, vous allez utiliser TBB. Et si vous voulez faire du calcul sur GPU, vous allez utiliser CUDA ou Thrust, des choses comme ça, ou SYCL, des choses comme ça. Et pour faire les deux, vous avez tout un tas de bibliothèques qui existent, hein, Cocos, Alpaca, SYCL que David vous a déjà présenté, OpenACC que Vincent vous a déjà présenté un petit peu, et OpenCL. Ce qui se passe, c'est que depuis quelque temps, on peut demander au compilateur de faire des choses. Donc par exemple avec G++ et Clang++, on peut leur demander d'utiliser directement en C++17 TBB, donc le back-end
de Intel pour faire du calcul parallèle. Et donc c'est ce que je vous ai montré la dernière fois, en fait des STL transform de haut niveau, on passe une méthode d'exécution et ça fonctionne. Et pour le coup c'est un bonheur à utiliser. Depuis novembre 2020 en fait, Nvidia a fait la même chose avec NVC++, donc est capable de prendre du C++17 standard, donc des STL transform, des for each, etc. et directement de tourner sur GPU comme ça. Alors derrière il utilise Thrust et CUDA, mais on va voir ça justement dans le détail aujourd'hui. Comme on va faire du calcul sur GPU, là, je vais encore vous embêter. Il faut exprimer du parallélisme. Donc si vous faites des calculs, par exemple, pour analyser des événements, normalement, si vous avez de la chance, vos événements, ils ont le mérite d'être indépendants, s'ils sont des événements stochastiques, et donc vous avez un parallélisme naturel qui se dégage de ça. Le petit problème, c'est que, comme si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit, pour utiliser un GPU de manière efficace, il faut lancer énormément de threads. C'est vraiment, le hardware est prévu pour ça, donc vous avez besoin de lancer énormément de threads, et ce qui se passe, c'est que si vous avez par exemple 10 000 événements que vous pouvez mettre dans votre mémoire sur votre GPU, c'est pas assez. Hein. Souvenez-vous, pour le problème de Gray-Scott, il fallait que je lance 700 000 threads pour atteindre l'optimum d'une A100. Donc clairement 10 000 c'est pas assez. Bon, les ingénieurs de chez Nvidia, ils parlent de wave, de vagues de calcul, et là où on est censé en avoir que quelques-unes sur un CPU, il faut en avoir plusieurs centaines sur un GPU. Donc c'est pour ça que l'échelle est très différente. Donc dans ce cas-là, j'ai pas assez d'événements pour exprimer assez de parallélisme, donc je vais les casser en petits morceaux. Et si j'ai de la chance, donc mes événements ils vont être constitués de capteurs, donc mettons des pixels dans ce cas-là. Et là, je peux augmenter tout de suite le parallélisme, exprimer plus de parallélisme pour faire mon calcul, et donc lancer plus de threads idéalement à la fin. Si ça suffit toujours pas, je peux recasser mes pixels en petits morceaux, parce qu'ils vont peut-être me donner une réponse dans le temps. Donc des slices, des pulses, des waveforms, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc là, je peux encore exprimer un niveau de parallélisme supplémentaire. Mais là, il se pose une question, d'accord, j'ai exprimé plein de parallélisme, mais comment je stocke mes données maintenant? Pour ça, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait comme calcul. Prenons la première méthode, la première chose qu'on fait généralement quand on a des données, c'est une calibration. Donc on va prendre les données brutes et on va les transformer en quelque chose qu'on peut exploiter. Donc une énergie, un nombre de photons, des choses comme ça. Bon, on peut partir du principe que cette méthode, elle est indépendante de l'ordre des données, donc en fait, ça va marcher quel que soit l'ordre, donc c'est pas elle qui va décider de l'ordre. Bon, en vrai, ça peut être faux, mais là, on va dire que c'est vrai parce que ça me simplifie mon exemple. Regardons la deuxième étape à ce moment-là. La deuxième étape, ça va être une intégration potentiellement, donc ça veut dire qu'on va commencer à sommer les valeurs, donc typiquement là, sur un pixel, on va sommer toute cette colonne ici, de manière pondérée, potentiellement pour augmenter le rapport signal sur bruit, enfin c'est un truc assez classique qu'on fait en calcul. Et donc ça va être une réduction. Souvenez-vous que ce que je vous ai présenté sur la partie CPU de cette présentation-là. Il faut faire attention aux dépendances arrière, et donc ça veut dire qu'il ne faut pas que deux éléments qu'on additionne soient contigus en mémoire. Autrement, on a des problèmes de dépendance arrière, surtout quand on vectorise, mais aussi sur GPU, ça marche aussi. Donc, les données contiguës vont être sur cet axe-là. Donc ça nous permet de vectoriser, donc aussi de faire du calcul sur GPU de manière efficace, et ça marche pour la calibration et pour l'intégration. Donc du coup, là, on est bon, et on sait que notre dernier axe, ça sera celui-là. Ensuite, naturellement, quand on fait une somme, on veut que les éléments qu'on additionne après soient pas trop loin en mémoire quand même de ceux qu'on a déjà commencé à utiliser. Donc, logiquement, le deuxième axe, ça va être celui-là, pour garantir quand même qu'en cache, on sera pas trop loin, ou au pire, on sera dans un cache de niveau supérieur, mais pas dans la mémoire ou dans la mémoire du GPU, on sera vraiment plus près pour avoir un prefetch qui va bien. Et donc naturellement, le dernier axe, c'est celui-là. Et c'est là où on va commencer à paralléliser sur des cœurs, des nœuds, un cluster, des GPU, des CPU, tout ce qu'on veut. Donc tout ça pour vous rappeler, encore une fois, c'est le calcul qui dit comment est-ce qu'on stocke les données et jamais l'inverse. Si vous faites l'inverse, soit vous avez de la chance, soit ça marche pas, et en pratique ça marche pas. Donc une fois que ça c'est fait, on peut commencer à utiliser des outils. Donc là je vais vous présenter un petit peu l'écosystème de CUDA, parce qu'au final, quand on fait du CUDA, on pense surtout au langage, donc qui permet de développer des kernels. Il y a Q++ aussi ou Qtlas qui permettent de faire ça.
Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, CUDA. Vous avez, déjà dans cette partie-là, vous avez la partie CuPy et Numba, qui permet aussi de développer des kernels en Python. Mais au-delà de ça, pour faire du calcul, on peut utiliser QBLAS, QLAPACK, QFFT, QRAND. Vous avez vraiment beaucoup de choses de disponibles là-dessus. Et ça permet de régler aussi pas mal de problèmes. Ensuite, on va parler un petit peu de Thrust aussi aujourd'hui. Donc Thrust, il est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il gère des données. Il y a la notion de vecteur dedans, mais on peut aussi faire des calculs avec, donc je le mets un petit peu à part. Il y a aussi la partie I/O, donc en termes de lecture et d'écriture de fichiers, donc avec QDF notamment, et les gates et QNumérique permettent aussi de faire des calculs donc à l'intérieur de Rapids, donc qui est plutôt pour faire du Python. Et ensuite, il y a la partie communication, vraiment avec le réseau, les I/O aussi, mais plutôt de manière réseau, donc avec NVChem pour faire de la communication point à point, GPU direct pour lire directement des données sur disque depuis un GPU sans passer par le CPU, je vais pas entrer dans le détail, et Nickel aussi pour faire de la communication de manière optimisée, mais avec la notion de la topologie de votre réseau. Donc ça, si vous voulez des précisions là-dessus, je vais faire un retour sur la GTC le 13 juin avec beaucoup de détails. Donc pour le coup, c'est là-dedans que je vais vous présenter ça en détail. Là, je mentionne que ça existe. On a aussi les profileurs et les débuggers, donc comme Insight par exemple, hein, qui a aussi eu beaucoup de mises à jour. Mais là, pareil, si vous voulez des précisions, ça sera le 13 juin, parce que là, j'ai pas le temps de vous en dire plus. Quand on fait du calcul avec CUDA, moi, la première chose que je me dis, c'est, bon, est-ce que je peux ne pas écrire de kernel? Parce que c'est toujours ça de gagner. Et effectivement, quand vous faites des calculs, vous pouvez utiliser de la gel linéaire le plus possible. Donc, pour faire des broadcasts, vous utilisez de la gel linéaire. Pour faire des réductions par stride, typiquement, vous pouvez faire des multiplications de matrices vecteurs en multipliant par 1, typiquement. C'est le genre de choses qui fonctionnent. Et pour faire des projections de matrices, vous utilisez directement une gemme, donc un produit de matrice, parce que ça, c'est complètement fait pour. Et donc c'est dans ces cas-là qu'on utilise typiquement QBLAS. Enfin, moi j'utilise QBLAS pour ça fonctionne très bien. Ça permet de faire des choses, vous pouvez utiliser votre bibliothèque préférée, mais a priori, déjà ça déblaye une bonne partie des problèmes et ça c'est bien. Mais après, des fois on veut aller plus loin, et c'est là où ça se corse, et je vais vous faire un petit rappel de ce que je vous avais dit la dernière fois sur la hiérarchie des threads, parce qu'on va en avoir vraiment beaucoup besoin aujourd'hui. Donc tout en bas on a les threads. Donc le thread c'est vraiment lui qui va être exécuté sur un cœur du GPU, et c'est lui qui va exécuter le kernel de calcul qu'on va lui passer, qu'on va définir avec CUDA ou d'autres méthodes, mais là on va surtout voir CUDA. Au-dessus du thread, on a un ensemble de threads qu'on appelle une warp. Donc c'est vraiment un ensemble de threads qui vont être exécutés en même temps, donc par le scheduler hardware. Donc ça c'est non négociable, hein, c'est le GPU qui fonctionne comme ça. Vous ne pouvez pas exécuter un thread tout seul, ça ne marche pas, il sera forcément dans une warp. Et une warp, typiquement, sur les GPU NVIDIA, ça fait 32 threads. Après, ça peut varier suivant les constructeurs, mais pour NVIDIA, c'est 32 threads. Et là, vous avez la garantie que tous les threads de cette warp sont synchrones, donc ils vont exécuter les mêmes instructions en même temps sur des données différentes. Vous avez cette garantie-là. Un peu plus haut niveau, vous avez la notion de bloc. Donc un bloc, d'un point de vue hardware, c'est proche d'un streaming multiprocesseur, donc une partie du GPU qui va justement lancer plein de warp en même temps, mais c'est qu'une partie. Donc là, on a typiquement 2-4 warp, ça dépend des GPU, donc c'est 64 ou 128 cœurs, ça dépend des GPU, mais globalement c'est ça l'ordre de grandeur, mais après vous pouvez lancer plus de warp aussi sur les blocs, c'est juste qu'il faut avoir ça en tête derrière. Et là vous avez une exécution qui est complètement asynchrone, c'est-à-dire que 2 threads d'un même bloc, vous n'avez pas de garantie qu'ils vont être exécutés en même temps. Il y a un moment où ils vont se terminer en même temps, ou à la fin tout le monde sera terminé, mais ils vont pas s'exécuter en même temps, ça vous avez aucune garantie. Au-dessus des blocs, on a la notion de cluster maintenant. Alors ça vient des communications par bloc. Donc c'est pour simplifier la vie des gens qui font vraiment de la synchronisation entre blocs. Et ça depuis CUDA 12 et depuis Hopper. Parce que Hopper, on a 132 streaming multiprocesseurs, en Ampère on en a 108, et ce qui fait que un bloc, c'est plus petit que 1/100 du GPU. Un streaming multiprocesseur est plus petit que 1/100 du GPU.
Et donc pour faire des communications, c'est pas pratique d'attendre que tout le monde ait fini pour ça. Donc là, on a la notion de cluster, alors qu'une notion un peu à part, hein, donc on va pas la traiter aujourd'hui, mais voilà, ça existe en CUDA 12, ils ont rajouté ça. Et le dernier niveau, c'est la grille. Et la grille, donc c'est vraiment le GPU complet. Donc par exemple, pour une Hopper, ça va être 8448 cœurs, et pour une Ampère, ça va être 6912 cœurs. Une fois qu'on a fait tout ça, un petit rappel sur comment les threads s'exécutent. Donc un thread s'exécute pas tout seul, encore une fois, il va s'exécuter dans une warp. Et quand on a des instructions, ce qui va se passer, c'est que les instructions vont être loadées 2 par 2 et exécutées 2 par 2 à chaque fois. Et quand on a une condition, bah, la condition, il va falloir la traiter. Et donc, quand on a une exécution avec une condition, la condition va être exécutée par tous les threads de la même warp en même temps. Et là, suivant le résultat de la condition, si elle est vraie ou si elle est fausse, les threads pour qui la condition est juste vont exécuter la suite, donc le then. Les autres vont attendre très poliment, parce que les threads sont très polis entre eux. Et une fois que eux ont fini leur calcul, les autres vont exécuter le else, et les précédents vont les attendre poliment, parce que voilà, les threads sont très polis entre eux. Et donc c'est là que vous voyez le problème, c'est en fait quand vous avez une condition dans un kernel, vous allez payer le then et le else dans tous les cas, en termes de temps d'exécution, et vous allez sous-utiliser WhatWarp. Donc c'est pour ça qu'on vous déconseille de mettre des conditions dans des kernels, et encore moins des cascades de conditions, parce que là pour le coup ça va être dramatique en termes d'exécution. Alors on va voir qu'il y a des cas où on peut quand même s'en sortir, mais globalement si vous pouvez ne pas mettre de conditions, essayez de ne pas en mettre, ça va vous gagner du temps. Une chose qui est importante, c'est que les threads, ils sont sur des cœurs, les cœurs sont des cœurs physiques, et ils vont pas bouger. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'un thread va tourner sur un cœur, le GPU va vous dire bah, le thread il est sur tel cœur, et c'est à vous de trouver quelles données il faut mettre, faut loader pour que ça fonctionne. Et donc dans l'idéal, il faut mapper les données sur les cœurs. Et vous pouvez avoir autant de données que vous voulez, les données doivent être mappées au maximum pour que les threads, quand ils exécutent, soient efficaces et passent à travers sans aucun problème. Donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est vraiment que les données, dès le départ, vous ayez un format qui permette d'avoir des accès contigus pour que tout soit efficace et qu'il n'y ait pas de problème d'une donnée qui arrive, qui est très loin par rapport à une autre, et là pour le coup ça va pas être efficace. Donc, première chose à faire, essayez de mapper les données correctement. Alors oui, mais comment on fait? En fait, un thread, donc il est rattaché à un cœur comme je vous ai dit, le thread il est dans un bloc, le bloc il est rattaché à un stream multiprocesseur, typiquement il va être exécuté par un stream multiprocesseur, et les blocs sont dans une grille. On va pas parler de cluster pour le moment, de manière hardware, de toute façon ça n'existe pas. Et la grille, donc c'est le GPU complet comme je vous ai dit. Le thread, pour le retrouver, il a une ID, et le bloc, de la même manière, a une ID. Et c'est avec ça qu'on va savoir comment il faut récupérer les données, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors les ID sont à 3 dimensions, donc ça permet de simplifier les choses. Hein. Si par exemple vous avez des événements, et après vous avez des slices, et après vous avez des pixels, bah, vous pouvez potentiellement mapper ça à 3 dimensions, ça vous évite d'avoir une seule dimension et passer votre temps à faire des divisions pour retrouver les bonnes valeurs, les découper par événement, etc. Ça permet de vous le faire automatiquement, et du coup le hardware vous dit là je veux traiter l'élément un tel ou un tel. Donc une fois qu'on a fait ça, on va se dire ok, mais quelle taille doivent avoir mes blocs, parce que bon, c'est vrai que c'est pas forcément trivial, et puis en plus il y a des limites, c'est un peu compliqué quand vous avez la taille du bloc. La taille du bloc, vous avez des limites 1024 sur X et sur Y, et puis c'est 32 sur Z, et du coup il faut que ça rentre, enfin c'est pas forcément trivial à faire fonctionner, donc qu'est-ce qu'on fait? Alors prenons un produit de Hadamard de 100 éléments, parce que bon, c'est une de mes présentations, donc je vais bien vous parler d'un produit de Hadamard. Prenons un cas très simple où on se dit, bah j'ai 1000 éléments à traiter, on va faire 10 blocs de 100 éléments, et ça ira bien. Donc 10 blocs de 100 threads qui vont traiter chacun 100 éléments, et tout va bien se passer. Et là, il faut se rappeler de ce que je vous ai dit, ce sont les warps qui sont exécutés, ce ne sont pas les threads. Donc ce qui va se passer là, c'est qu'on va avoir des blocs qui vont avoir 4 warps, mais que 3 warps de 32 threads, donc où les 32 threads sont vraiment utiles, et une warp qui va être constituée que de 4 threads qui vont être exécutés, et tout le reste, ils vont attendre. Parce qu'ils auront rien à faire.
Et là, tous les threads sont comme ça, et ça pose problème. Donc là, on ne s'est pas embêté, et finalement, à la fin, on va utiliser que 78% de nos blocs. Et ça, c'est problématique. Malheureusement, le monde n'est pas fait que de puissance de 2, c'est très dommage, mais il faut réussir à composer avec ça. Donc regardons un autre scénario, où là on va se dire on va faire 8 blocs, mais des blocs de taille 128. Donc des multiples de 32. Et là, il y a moyen que ça se passe mieux. Regardons ce qui va se passer. Si on fait ça, en fait on va avoir 7 blocs qui vont être composés de 4 warps de 32 threads, donc utilisés à 100%. Donc là tout va bien se passer. Et bon, comme on n'est pas sur un multiple de 32, bon, on est un peu embêté. Là, le dernier bloc, il y a 3 warps qui vont être remplis au maximum et une warp qui va utiliser que 8 threads sur 32. Donc c'est un peu dommage, mais bon, à un moment, il faut des multiples de 32. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Avec ça, on s'en sort beaucoup mieux. Donc là, vous voyez, c'est vraiment l'effet de bord, hein, mais il n'y a qu'une seule warp qui a cet effet de bord, donc elle va ralentir qu'un seul bloc, et pas tous les autres. Ça, c'est quand même pas mal. Et là, on va utiliser à 98% nos blocs, en moyenne, ce qui est bien mieux qu'avant. Alors, pas le GPU, hein, parce qu'évidemment, vous vous doutez qu'avec 8 blocs, on va pas saturer un GPU, avec 10 non plus, il faut en lancer beaucoup plus, mais quand même, là, si vous avez d'autres calculs, celui-là va déjà prendre beaucoup moins de temps par rapport à ce qu'il est censé faire, et ça, c'est bien. Mais c'est pas fini. Maintenant, il faut prendre en compte le fait que la warp, elle va lire et écrire des résultats, potentiellement, donc lire des données, écrire des résultats, et il faut le prendre en compte. Et pour ça, il faut se rappeler qu'un secteur sur un GPU NVIDIA, c'est 32 octets, et une ligne de cache, ça va être 4 secteurs, donc 128 octets. Si par exemple, je veux lire avec mes kernels sur mes threads, je veux lire des éléments de 4 octets, bah, je vais potentiellement toucher 4 secteurs avec une warp. Et il va se passer quelque chose comme ça. Et là, c'est très efficace. La warp, elle est vraiment optimisée pour ça. Tout va bien se passer. Et c'est bon. Il n'y a pas de problème. Si je veux lire des données de 8 octets, mettons qu'avant c'était des floats et maintenant c'est des doubles, hein, pourquoi pas, ça va marcher aussi. On va toucher 8 secteurs. Donc les 32 threads vont toucher 8 secteurs, mais ça va être optimisé, il n'y aura pas de problème, ça va très bien se passer aussi. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que là j'ai des données qui sont contiguës, et là, on se rend compte que c'est très proche de ce qu'on fait en vectorisation sur un CPU. Sur un CPU, quand vous vectorisez, alors il faut donner plein d'indices au compilateur pour que ça se passe bien, sauf si vous faites des STL transforms. Mais il faut que les données soient contiguës, il faut que les accès soient contigus, il faut que tout se passe bien, il faut que tous les éléments soient contigus. Mais sur CPU, vous êtes obligé de le faire. Sur GPU, comme vous êtes dans un thread, il faut y penser. En fait, quand vous programmez un thread, il faut penser à ce que fait celui d'à côté. Faut pas penser qu'à votre thread et dire oh bah je peux accéder à n'importe quoi, tout va bien se passer. Non, là vous n'allez pas avoir de bonnes performances si vous faites ça. Donc là, pensez à tous vos réflexes quand vous faites des calculs sur CPU, ça aide sur GPU pour être efficace. Et c'est là justement qu'il faut parler de memory layout, donc comment est-ce qu'on stocke les données pour que ça soit efficace. Donc ça c'est un exemple que j'ai emprunté à Athéna et Lafrou qui a fait une super présentation la semaine dernière à la GTC, donc je vous invite à regarder sa présentation, donc je vais vous donner le même exemple mais à ma sauce hein, quand même, mais voilà, regardez sa présentation parce que vraiment elle est super. Donc là on se rappelle que un read et un write c'est un secteur à chaque fois, donc c'est 32 octets, à chaque fois qu'un thread fait un read ou un write, enfin qu'une warp va commencer, qu'un thread d'une warp va faire un read ou un write. Et donc là si on fait un tableau de structure, donc mettons que là on a un float UVW, puis on a des floats X, Y, donc avec une taille de 8 floats à chaque fois à l'intérieur, et un float Z, donc là ça fait 80 octets. Si on regarde ce que ça donne en termes de mémoire, donc là c'est la partie en rouge, hein, donc là vous avez 80 octets, et encore 80 octets, et ainsi de suite. Donc la structure coef, là, elle va avoir cette tête-là en mémoire, typiquement. Ce qui fait que, bah, si je veux lire U, par exemple, il va se passer ça. Là, chaque thread de la warp va accéder à un élément différent qui va être dans un secteur différent. Et là, ça va poser beaucoup de problèmes en termes de lecture. C'est exactement ce qui se passe sur un CPU. Hein. Et là, on utilise que 4 octets sur les 32 qu'on ramène à chaque fois. Et ça, c'est problématique. A l'inverse, si on fait une structure de tableau, avec une structure qui a cette tête-là, où on met des tableaux, et on explose les
les X et les Y en X0, Y0, etc. Bah là, ce qui va se passer, c'est plutôt quelque chose comme ça. Où notre warp, elle va lire des données qui vont être contiguës, si on veut lire U par exemple, et là, à nouveau, on se retrouve dans le cas que je vous ai montré dans la slide d'avant, où on va lire 4 secteurs, et tout va bien se passer, tout va être efficace. Et si après on veut lire une autre donnée, comme Y0 par exemple, on va aller ailleurs dans la mémoire, mais ce sont des données qui vont être toutes contiguës, donc ça va être aussi beaucoup plus efficace. Alors que si on fait ça dans le cas précédent, là si je veux lire Y0 par exemple, il va arriver par là à peu près en mémoire, donc on va toucher ce secteur-là, et puis celui-là, et puis celui-là, et puis celui-là, et puis encore des secteurs qu'on n'a pas du tout touchés avant. Donc ça va être un cauchemar en termes de données. On va ramener beaucoup plus de données qu'avant, on va saturer les lignes de cache, on va faire du cache trashing, donc on va enlever des données qu'on n'utilisait pas et qu'on va remplacer par d'autres, mais qu'après qu'on va peut-être vouloir utiliser V et en fait ça marche pas. Donc ça va être problématique. Là, ça marche vraiment très très bien, donc pensez à faire les choses de cette manière-là pour que ça soit efficace. Donc là, on utilise tout ce qu'on a loadé, tout ce qu'on a lu, on l'utilise, et là c'est très efficace, et il n'y a pas de problème. Donc regardons un peu ce que ça donne. Un produit de Hadamard en CUDA. Donc le produit d'Hadamard, on a des calculs élément par élément, donc c'est indépendant des éléments, tout se passe bien. Et le kernel ressemble à ça. Donc là vous reconnaissez, hein, on passe des floats, des tableaux, et on définit notre kernel avec notre petit calcul qui va bien ici. Et c'est là où il faut faire attention, on dit global au début, pour dire notre kernel peut s'exécuter sur le device ou le host. Alors nous, il se trouve qu'on l'a utilisé sur le device, mais donc le GPU, dans le jargon NVIDIA device, c'est GPU et host, c'est CPU. Et ensuite, il y a le petit calcul de la position du thread. Donc là, c'est plutôt à l'ancienne, enfin à la CUDA vraiment, où on a block ID, block dim et thread ID. Donc thread IDX, thread index. Donc là en X, hein, je fais un truc relativement simple, c'est du calcul, c'est un produit d'Hadamard, donc faisons les choses relativement simples, mais vous avez Y et Z aussi pour faire des calculs. Et avec ça, vous trouvez votre index pour savoir qu'est-ce que votre thread est censé lire. Et là, vous faites votre calcul. Et tout se passe bien. Si vous voulez une méthode un petit peu plus classe, vous avez les coopérative group, où vous faites coopérative group this grid.threadrank, et là vous avez l'équivalent. Donc c'est une manière peut-être un peu plus moderne de faire ça, mais cette manière-là fonctionne aussi très bien. Mais là, c'est pas tout. En fait, là, on a créé notre kernel, mais on l'a pas lancé. Donc il faut quand même regarder comment on fait pour lancer le kernel, et c'est là que ça se complique. Donc on commence par allouer des données sur le GPU. Il faut quand même dire qu'est-ce qu'on veut utiliser. Tant qu'on y est, on n'oublie pas de les libérer, une fois qu'on a fini notre calcul. Si il se trouve qu'on appelle souvent ce kernel, ce qui est potentiellement le cas, pensez à essayer de sortir les allocations et les désallocations de cette fonction pour pas passer votre temps à réallouer et à désallouer, parce que ça prend du temps, même sur GPU, hein, donc autant ne pas le faire. Une fois qu'on a fait ça, on va transférer des données, donc du host sur le GPU, là typiquement, donc avec le CUDA memcopy host to device. Pour le coup, les noms sont explicites, hein, donc ça le met d'être simple à comprendre. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait notre calcul, on va aussi, tant qu'on y est, transférer les résultats sur le host, donc le CPU, de nouveau. Là, on n'a toujours pas fait le calcul. Hein. Avant d'appeler le kernel, il faut aussi déterminer la taille des blocs et la taille de la grille, hein, donc le nombre de blocs dans la grille et le nombre de threads par bloc. Et donc là, je vous ai mis un petit exemple qui est plus ou moins foireux, mais qui marche à peu près sur des cas simples. Si c'est un cas compliqué, ça marchera pas, hein, mais bon, ça vous donne un petit peu l'idée de à quoi ça ressemble. Après, il peut y avoir beaucoup plus de ramifications suivant ce que vous voulez faire, mais typiquement, voilà le genre de choses auxquelles vous allez être confronté, ou alors vous laissez l'utilisateur décider, mais là, pour le coup, ça peut être compliqué suivant les cas, mais des fois, on n'a pas le choix. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut enfin appeler notre kernel, donc avec les fameux triples chevrons qui sont ici, avec la dimension de la grille et la dimension des blocs, donc pour dire combien de blocs on traite par la grille et combien de threads on traite par bloc. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de boucle for dans le kernel, c'est en fait la boucle elle est ici, en fait c'est là qu'elle se passe. C'est vraiment le GPU qui va faire la boucle à votre place, parce que tous les calculs sont indépendants, donc il n'y a aucune raison de forcer un ordre dans ce cas-là. Et donc voilà pour cette partie. Une autre chose qui est très importante pour cette partie,
c'est, là j'ai mis un check file, un CUDA check file. C'est important quand vous faites des appels à CUDA de vérifier que ça s'est bien passé, parce que là on utilise un GPU, donc un device extérieur au CPU, donc il peut y avoir des problèmes de mémoire, vous pouvez dépasser de la mémoire, vous pouvez ne pas avoir le droit de copier, plus avoir de place, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, donc vérifier les codes d'erreur c'est important pour qu'à la fin ça se passe vraiment bien. Le code complet ressemble à peu près à ça. Donc là où je vous ai mis les includes aussi pour que ça fonctionne. Donc vous voyez, bon j'ai pas mis la doc parce que ça rentrait pas pour que ça soit lisible. Mais vous voyez que bon c'est pas trivial, mais bon il y a plus compliqué. Il y a des API qui sont plus compliqués, mais c'est là pour le coup on arrive à s'en sortir un petit peu. Et en termes de performance, ça donne ça. Donc là je vous ai montré donc en violet vous avez la courbe avec la copie qu'on fait à chaque fois, et les allocations qu'on fait à chaque fois. Donc vous voyez que ça coûte un peu cher quand même. Et la version où on appelle que le kernel avec des données qu'on réutilise pour pas réallouer à chaque fois. Et là vous voyez que mine de rien, on a un facteur 20 entre les deux. Donc c'est important, si vous pouvez éviter les copies ou les allocations, faites-le parce que pour le coup ça c'est important. Si on demande au moniteur GPU, donc typiquement à Insight ou au NVIDIA Server Settings son avis, il va nous dire ah bah là on est à 100% d'utilisation du GPU, tout va bien, bon, on a de quoi être content, c'est une bonne nouvelle. Là on est à 97% en taille de tableau, bon, c'est bien, mais il faut reconnaître que on commence à être un petit peu juste. À 1 million d'éléments, on commence à être à 60%, donc là ça commence à être un petit peu embêtant, pourtant on n'est que sur une A3000, hein. Mais vous voyez que voilà, ça monte, ça monte assez vite. Et là, on est en dessous des 22%, et là, c'est vraiment... En fait, dès que vous commencez à descendre en dessous des 60%, le moniteur, potentiellement, il va être un petit peu généreux par rapport à votre utilisation réelle du GPU. Donc, pour le coup, si vous êtes à 100% ou à 97%, a priori, ça se passe bien. Si vous êtes à 60%, en vrai, vous êtes peut-être qu'à 40 ou qu'à 10. Donc voilà, faut interpréter un peu ce que vous dit le moniteur GPU. Comme il échantillonne l'utilisation du GPU toutes les secondes ou toutes les 2 secondes, suivant l'utilisation que vous en avez, vous pouvez rater des choses. Et donc, a fortiori, si vous échantillonnez toutes les minutes, il peut se passer des choses aussi. Donc, soyez très critique quand on vous donne l'utilisation du GPU. 100% a priori c'est une bonne nouvelle, mais 97 ou 60 des fois ça cache des choses. Mais quand même on peut dire que ça se passe bien. Regardons un petit peu l'équivalent en thrust. Donc pareil, notre produit d'Adamar, toujours élément par élément, de manière indépendante. Regardons ce que ça donne. Le code thrust ressemble à ça, pour le coup vous voyez c'est beaucoup plus compact. Et donc là, on initialise des données, donc là vous reconnaissez, on a un host vector, donc c'est un vector un peu comme un SCD vector, c'est juste qu'il est sur le CPU, hein, mais c'est explicite. Ensuite, on transfère les données, donc avec un device vector, donc le device vector comme son nom l'indique, c'est un vecteur où les données sont sur le device. Et là vous voyez que juste avec un égal, on copie un host vector sur un device vector, donc avec H pour host et D pour device, hein, ça c'est une convention que vous retrouvez normalement dans tous les kernels de calcul CUDA, c'est une convention que tout le monde utilise parce qu'il faut reconnaître que savoir où est le pointeur c'est important, où est la donnée c'est important, donc autant le faire bien. Et au passage on alloue le vecteur de résultat aussi, parce qu'on va en avoir besoin. Une fois qu'on a fait ça, on fait un calcul, donc notre fameux produit de Hadamard, un thrust transform qui ressemble furieusement quand même à un std transform, avec une petite différence quand même, là on a la lambda c'est host et device, c'est pas une lambda toute bête, mais on est vraiment pas loin d'avoir quelque chose de pas trop mal. Et l'autre petit truc, c'est qu'il faut utiliser donc les vecteurs qui sont sur le device, hein, pas les vecteurs qui sont sur le host, autrement on calcule sur le host et pas sur le device. Il y a des petites choses à faire, mais on est quand même pas loin du standard. Et finalement, on transfère les résultats sur le CPU à nouveau, donc avec pareil une copie hein, du DVCraze sur HVCraze, et après on fait un petit print, un petit affichage des valeurs pour que le compilateur considère qu'on a bien fait le calcul et qu'on a bien utilisé le résultat, parce que si vous faites pas ça, il y a moyen qu'il vous fasse sauter toute la boucle et tout le programme s'il considère que vous avez pas utilisé le résultat et donc que le code ne sert à rien et que c'est du code mort. Donc suivant les options d'optimisation que vous passez, faites attention à ça, parce que des fois on se fait avoir avec ça, et ça arrive à tout le monde, hein, vraiment. Donc c'est quand même très compact, et on commence à avoir quelque chose qui se rapproche des STD Transform. Et voici le programme complet, hein, avec les includes si vous êtes curieux de faire tourner ça chez vous. Dans le HPC SDK, je vous ai présenté CUDA, NVCC et thrust de manière plus ou moins indirecte, mais le cœur de la présentation, c'est quand même la partie NVC++,
qui, depuis novembre 2020, avec C++17 et l'option stdépart, tourne sur GPU. Et ça, c'est quand même ultra puissant, et c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, petit rappel de la présentation précédente. Notre produit de Hadamard, donc, qui est un calcul élément par élément. En C++ classique, on l'écrira avec une boucle for. Ce qui pose un petit problème, c'est qu'on explicite un ordre d'exécution qui n'est pas forcément nécessaire. Donc, on peut s'en passer. En C++ 11, on a les std_transform qui permettent de dire comment est-ce qu'on fait ce calcul sans la boucle for, mais bon, faut quand même reconnaître que c'est pas super lisible par rapport à une boucle for. Mais en C++ 17, 20 et 23, on a le std_transform avec une execution policy qui permet de dire comment je veux exécuter ce calcul-là. Donc en par-unsec, c'est typiquement ce qu'on utilise pour les GPU, mais on peut dire séquentiel, non séquentiel, donc unsec c'est vectorisé mais un peu plus, juste non séquentiel. Parallèle pour la partie parallèle sur CPU, et par-unsec donc pour les GPU typiquement, et pour les CPU aussi, hein, pour le coup ça fonctionne aussi avec TBB sans problème. Et donc ça fonctionne aussi, mais il faut faire des petites choses. Prenons notre produit d'Adamard. Si on utilise NVC++, il faut le dire à CMake, exporte CC égale le chemin vers GCC, exporte CXX avec le chemin vers NVC++, comme ça vous vous embêtez pas à passer des arguments à CMake, le -d CMake CXX compiler ou -d CMake C compiler, c'est plus simple. Et une fois qu'on a fait ça, soit on utilise NVC++ stdépart égale CPU, et il va tourner sur CPU, en utilisant TBB, hein, parce que tous les compilateurs utilisent TBB, hein, donc NVC++ ne fait pas exception, mais il y a une petite subtilité, c'est qu'il faut linker explicitement avec TBB. Quand on compile, autrement vous allez avoir un problème de compilation. Avec G++, il y a le même problème, il faut le faire aussi. Avec Lang++, il y a le même problème, il faut linker explicitement. On se fait avoir une fois, après on fait attention et ça marche. Si on va faire le calcul sur GPU, là c'est NVC++ stdépart égale GPU, et là ça tourne sur GPU. Et donc comme je vous disais, il va utiliser thrust, hein, typiquement. Et là, il y a une autre subtilité, c'est qu'il ne faut pas linker à CUDA ou à thrust. Le compilateur se débrouille, NVC++ se débrouille, il fait sa cuisine comme il veut, donc tout se passe bien. Il ne faut surtout pas l'aider, autrement vous allez avoir un programme qui va compiler, mais à l'exécution il va se passer une catastrophe, CUDA va vous dire qu'il y a un problème. Donc laissez-le gérer sa cuisine comme il l'entend et ça marchera tout seul. Une autre subtilité de NVC++, c'est qu'il a besoin d'avoir une équivalence entre tous les pointeurs CPU et tous les pointeurs GPU, donc vous ne pouvez pas utiliser d'allocation statique quand vous compilez avec NVC++, c'est que vous voulez que votre programme puisse tourner sur GPU aussi, avec le stdépart égale GPU. Et ça c'est important, il faut faire attention pour que ça fonctionne. Donc si vous avez une erreur bizarre du genre CUDA qui vous dit j'arrive pas à trouver l'équivalent de la mémoire entre un pointeur CPU et un pointeur GPU, c'est typiquement ça le problème, c'est que vous avez une allocation statique quelque part, alors après il faut la trouver, mais ça peut vous mettre sur la voie, il vous reste une allocation statique quelque part. Donc là, il faut faire attention. Petit rappel sur l'utilisation de la mémoire. Comme je vous ai dit, quand on fait du CUDA, vous avez des données sur votre CPU, le CPU peut y accéder. Ensuite, vous faites l'allocation sur votre GPU et vous faites votre copie. Et une fois que vous avez fait ça, le GPU peut accéder aux données et tout se passe bien. Et si vous oubliez de le faire, il y a CUDA qui n'est pas content et qui vous dit « Ah bah non, là, j'arrive pas à lire ces données-là, ça marche pas. » On s'est tous fait avoir par ça, et bon, c'est pour ça qu'on passe notre temps à expliciter les transferts de données quand on fait du CUDA. Ou quand on fait du thrust, hein, ça marche aussi. Quand on compile avec NVC++ et avec NVFortran, alors les versions 2020 et plus, hein, donc typiquement vous prenez la dernière version, ça marchera sans problème. Là c'est un peu différent. Votre CPU accède aux données CPU sans problème, mais si votre GPU accède à des données qu'il n'a pas, ce qui va se passer c'est qu'il y a une erreur, mais qui va être récupéré par le driver, et c'est lui qui va faire la copie. Donc c'est pas super classe, mais ça fonctionne très bien. Et c'est ça qu'on va regarder tout de suite avec Nsight, donc qui va le profil directement du produit d'Adamard que je vous ai présenté. On va regarder ce qui se passe. Donc là, vous reconnaissez directement, on a, bon c'est un produit d'Adamard, hein, donc par définition, faire ça sur un GPU c'est un peu une insulte, mais on est à 60% de calcul et 40% de transfert, ce qui n'est pas très surprenant parce que bon, c'est quand même une A3000, donc là je fais vraiment pas assez de calcul par rapport à ce que je dois faire. Alors faisons un zoom sur cette toute petite partie ici, en regardant ce qui se passe. Là, on reconnaît le patch fault H2D, donc host to device transfer. Donc
il y a un problème, il y a un page fault, donc le GPU essaie d'accéder à une donnée qu'il n'a pas. Ça pose problème et ça remonte et qu'est-ce qu'on fait? Et ça va typiquement déclencher donc ce qu'ils appellent un speculative prefetch host to device transfer. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est le CUDA qui se dit ah mais attends ça fonctionne pas, mes données je les ai pas, il faut que je les rapatrie tout de suite. Et du coup là c'est vraiment un pari. Donc il va se dire, ok, j'ai essayé d'accéder à cette donnée-là, ça n'a pas marché, on va dire que je vais rapatrier ces données-là et peut-être que c'est bon. Si vous faites des accès complètement chaotiques dans votre mémoire, ça va pas marcher, ça va être une catastrophe, mais si vous avez des accès contigus, ça déchire, vraiment c'est ultra puissant. Et là, bah, vous avez reconnu bien sûr Thrust, hein, qui est appelé partout, parce que sous le capot c'est bien Thrust qui est appelé. Donc voilà, là on le voit et c'est assez évident. Et une fois qu'on a ça, on est toujours limité parce que les state transform, que je vous ai dit la dernière fois, ce sont des triadiques, donc des opérations du genre x plus y, donc z égale x plus y. Et quand on fait ça, bah, on est un petit peu limité parce que bah, on peut vouloir faire des quadriadiques, par exemple, de dire x plus y fois z. Et ça, pour le coup, on est un petit peu embêté. Alors en C++ classique, on peut faire ça comme ça. On a un indice i et puis on appelle plusieurs fois les tableaux avec les indices qui vont bien et ça se passe bien. En C++ 17, je vous avais présenté la dernière fois une méthode avec un indice. Alors c'est pas très très classe, mais ça fonctionne et les vecteurs, il faut les passer par copie justement pour enclencher la copie quand vous les passez ici. Il ne faut pas les passer par référence. Si vous les passez par référence, NVC++ ne va pas être content. Donc passez-les par copie, faites attention à ça. Ça déchire sur GPU. Pour le coup, c'est très efficace, ça marche très très bien. Et vous avez un exemple, un des premiers exemples qu'ils ont mis en ligne, c'est Lulesh. C'est une bibliothèque de simulation de mécanique des fluides qui fonctionne très bien et qui utilise cette méthode justement pour faire des calculs sur leur grille, sur leur simulation. Et c'est exactement cette méthode-là qu'ils utilisent. Alors c'est pas super classe parce qu'on a besoin d'un tableau en plus avec des indices. Donc typiquement sur ce cas-là, c'est un peu embêtant parce que vous avez 4 tableaux vraiment utiles et vous avez un 5e tableau qui a la même taille hein, potentiellement, mais qui contient que des indices. Donc vous avez un 5e de votre mémoire qui est utilisé par des indices. C'est que un 5e, c'est pas très dramatique, mais bon, c'est vrai qu'on pourrait faire plus classe. Mais un côté positif quand même, c'est que c'est très proche de ce qu'on fait quand on a un CUDA kernel en fait. Parce que l'idée c'est que bah, vous avez un thread ID et vous, avec le thread ID, vous déduisez qu'est-ce que vous êtes censé faire avec. Bah là c'est la même chose en fait. J'ai i qui pourrait être mon thread ID que j'avais dans ma version, dans mon kernel CUDA, et je fais des choses avec. Donc au final, transférer, faire de la conversion entre un kernel CUDA et ça, finalement, c'est plus simple quand on a cette mécanique-là. Mais c'est vrai que c'est pas très C++esque, et c'est pas très classe parce qu'on a besoin d'un indice en plus. Alors pour rester dans cette histoire d'indices, on pourrait utiliser les Cartesian Product et les IotaView. Vous avez un MDSpan, donc ça c'est les MDSpan de C++20, donc vous avez des données input et output qui sont allouées, et vous faites des vues pour dire, bon bah en fait elles ont telle et telle dimension, donc n et m et m et n. Alors, bon, on va faire une transposition de matrice. Hein. Et ensuite vous faites un Cartesian Product, donc une view, entre deux views iota, et là ça vous permet d'avoir un tableau d'indices I et J, mais qui normalement va pas être alloué. Et une fois qu'on fait ça, on peut le passer à un for each, et on obtient un indice qu'on peut découper en I et J. Et en le découpant en IJ, bah voilà, vous voyez qu'on est très très proche des indices qu'on pourrait avoir avec un CUDA kernel. Donc pareil, on peut retrouver nos petits en faisant ça, et ça se passe bien. Ça permet de fonctionner avec des indices multidimensionnels. Encore une fois, c'est que des vues, donc pour le coup, il n'y a pas de problème en termes d'allocation, tout se passe bien, ça marche très bien. Et on n'a potentiellement pas d'allocation, et ça c'est bien. Et c'est très bien si vous voulez faire du broadcasting, mais on peut faire un petit peu mieux. Donc un broadcasting, typiquement ça va être ça. Vous avez A qui a une certaine taille, et B qui est plus petit, mais vous voulez répéter B pour qu'il ait la même taille que A pour pouvoir faire votre calcul. Ça c'est possible en C++23 avec des joins et des repeats. Donc repeat, vous n'êtes pas obligé de mettre le nombre de fois que vous répétez, hein, vous pouvez, mais en l'occurrence, là, il fonctionne si on le passe pas, donc je ne l'ai pas passé, mais vous pouvez aussi mettre un nombre de fois que vous répétez B. Une fois qu'on a ça, on a un B qui virtuellement a la bonne taille. Et donc quand on passe un ST transform avec le vecteur A qui a la bonne taille et le vecteur B qui a virtuellement la bonne taille, on peut faire un calcul comme ça et ça fonctionne très bien. Mais il y a quand même un petit problème, c'est que c'est pas encore vectorisé, c'est pas encore parallélisé,
Et peut-être le gros problème de cette slide, c'est que tout ce que je vous ai montré là, il n'y a que G++13 qui est capable de le compiler. Alors ça compile, ce qui est déjà pas mal, mais effectivement, c'est pas encore super optimisé, donc voilà, ça pose problème. Et NVC++ ou C++, enfin le futur des PC++, eux arrivent pas à le faire. Eux, ils compilent pas, parce que je soupçonne qu'ils attendent justement que ça soit bien optimisé. Mais voilà, où on en est pour le moment. Donc si je résume la situation, en termes de CPU et de GPU, C++17 a posé les bases, et ça c'était bien. Le 20 va un peu plus loin, le 23 va encore plus loin, et le 26 normalement on devrait être vraiment pas mal. Avec le 23 on est déjà normalement vraiment pas mal, mais le 26 normalement devrait être vraiment vraiment bien. Et pour conclure, donc on a de très bonnes performances sur GPU, donc que ce soit avec CUDA ou avec NVC++, donc avec C++17 et maintenant C++20. Là, tous les tests que je vous ai montrés, je les ai faits avec le HPC SDK 24.3, donc celui littéralement de la semaine dernière. Hein. Donc je suis vraiment le plus à jour possible. Ça fonctionne très bien, c'est très puissant et c'est un bonheur à utiliser, vraiment pas avoir à se soucier des transferts de données, des tailles de blocs, des choses comme ça, c'est vraiment très très agréable. Faut pas linker explicitement parce qu'autrement on se fait avoir. Bon, je me suis fait avoir, ça arrive à tout le monde. Vous pouvez cibler automatiquement les GPU avec le CUDA Visible Devices qui est utilisé par CUDA, hein, donc NVC++ comprend et ça fonctionne très bien. Il ne faut pas utiliser d'allocation statique. Si vous avez ça à la compilation, il ne va pas forcément voir qu'il y a un problème, mais à l'exécution, il ne va pas être content. Si vous avez des problèmes à ce moment-là, ayez un réflexe. Est-ce que par hasard, vous avez encore une allocation statique qui traîne dans votre programme? Ça peut être aussi fait par une librairie tierce si vous ne faites pas attention. Donc voilà, faites attention que ce qui est compilé avec NVC++ soit bien 100% alloué dynamiquement, c'est important. Et je vais finir avec un petit avertissement sur les softs industriels, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce que je vous ai présenté, ça fonctionne avec NVC++, mais sur les compute capabilities supérieures à 6, donc ça veut dire que c'est Pascal, Turing, Volta, Ampère, Hopper et Blackwell, si vous en avez un. Mais par contre, les versions plus anciennes, donc Maxwell ou Kepler, bah ça fonctionne pas. Le compilateur va vous dire non, non, ça je sais pas faire, donc si vous avez des K80, c'est dommage. Si vous avez des M quelque chose, c'est dommage aussi. Il faut le prendre en compte quand vous programmez avec ça. NVC++, CUDA 11, c'est encore compatible avec les K80. Et les pilotes, les anciens pilotes, là ça fait à peu près un an, je crois qu'on n'a pas pu mettre à jour les K80 parce que bah, les pilotes sont plus compatibles, donc il faut garder les anciens pilotes. Donc Compute Capabilities 3.5 minimum, donc K80 c'est 3.7, donc on sent qu'on est vraiment très très proche de la fin. Et CUDA 12 il n'y en a pas, hein. Pour le coup c'est pas possible. Donc pensez à sauvegarder les binaires pour garder le plus longtemps possible vos GPU, parce que nous nos K80 elles marchent encore, hein, il n'y a pas de problème, hein. C'est juste que on peut pas mettre les kernels à jour, mais on peut encore faire des choses avec. Et donc sur ce, bah, je vous remercie de votre attention et je répondrai à vos questions si vous en avez. Écoute, du indépendance thread scheduling qu'on a depuis Volta chez Nvidia. Bah, c'est en fait, bah, t'es toujours dans une warp. Ça change pas en fait, que ce soit sur Volta ou pas sur Volta. La warp, elle gagne toujours à la fin. Donc après, il y a des scatters. On peut faire des scatters ou des gazers ou des choses comme ça, mais c'est très limité. Et le chat va trop vite. Mais mais oui, a priori, enfin, partez du principe quand même que les warps c'est important. C'est vraiment fondamental. Donc ouais, c'est pas parce qu'on est sur GPU que tout d'un coup on peut lire les données n'importe comment. Ça marche pas. Donc faites attention à ça. Ensuite, où peut-on trouver les CUDA Toolkit précédents pour les vieilles cartes GPU? Alors c'est compliqué. C'est compliqué. Normalement, si vous regardez dans les versions archivées des sites de Nvidia, on peut les retrouver. Moi, je galère quand il faut. Maintenant, j'ai toutes les cartes, mais si vous cherchez des fiches techniques sur des vieux GPU, pareil, c'est très compliqué à trouver. Ça se trouve, faut chercher. C'est un peu compliqué. Nous, on les garde précieusement que- pour pas les perdre. Mais oui, mais sur les versions archivées, normalement, il y a dans Nvidia Archive, je sais plus quoi, vous avez normalement tout l'historique de ce qui se passe, mais c'est pas forcément trivial à trouver. Mais avec beaucoup d'efforts, on finit par y arriver. Ensuite, Sergey, oui, côté Intel, ça fonctionne. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler. J'ai joué avec des PC++ la semaine dernière pendant la GTC. Ça fonctionne.
Alors ça fonctionne, mais comme VDC++, hein, donc il n'y a pas de join, il n'y a pas de repeat, il n'y a pas de Cartesian product, il n'y a pas les dernières choses qu'on pourrait avoir pour faire du calcul sur le GPU, mais ça fonctionne. PolyDMR, ça fonctionne, SaxPy, ça fonctionne, Reduce, ça fonctionne, Transform Reduce, ça fonctionne, mais sans les zips. C'est un peu décevant, mais bon, voilà, ça avance. C'est possible, ouais, DPC++, alors qui maintenant a changé de nom parce qu'il est déprécié évidemment. C'est, je sais plus comment il s'appelle, mais on vous présentera ça à l'école. Il est capable de le faire. Il y a pas de souci. Et ça fonctionne très bien, pour le coup. Mais voilà, après, si vous faites de la sorcellerie C++ un peu trop avancée, comme NVC++, des fois, il va être un petit peu limité pour faire les calculs. Ah, fou, très bonne question. Quelle différence de perf entre NVCC et NVC++? A priori, c'est la même. J'ai pas de différence. Alors, c'est juste, enfin, en termes de différence, il y a quand même une différence fondamentale. En termes de calcul, c'est la même chose. Après, ça dépend de à quel point vous avez réussi à optimiser vos kernels correctement. C'est pas forcément trivial. Une chose que fait NVC++, que fait pas NVCC, c'est la partie mémoire unifiée, justement, où il va, alors je sais pas comment il fait pour le coup, j'ai pas trouvé, mais il arrive à faire moins d'appels système pour faire le même transfert que ce que moi j'ai besoin de faire avec CUDA, donc avec NVCC. Donc en fait, en termes de temps d'exécution, ça va être, enfin de temps de calcul, ça va être proche. En termes de nombre d'appels système pour faire des transferts, j'ai des cartes. Alors je crois que c'était, de mémoire, c'était la V100 où j'avais 3 fois moins d'appels système pour faire des transferts que ce que j'avais sur la version CUDA. Donc il y a quand même des optimisations assez puissantes qui sont faites de ce point de vue-là. Mais en termes de temps de calcul, c'est très proche. Ensuite, est-ce que NVCC est en passe de devenir obsolète? Alors ça, c'est un vieux rêve. Alors ils avaient annoncé ça l'année dernière à la GTC. Ils en ont pas reparlé cette année, donc je pense que c'est peut-être un petit peu en attente. Le rêve, ce qui se passe, c'est que pour NVCC et NVC++, il y a deux petites choses. Alors maintenant, ils commencent à converger, c'est ça qui est bien. L'année dernière, vous mettiez un device, un underscore underscore device ou un underscore underscore host dans un code que vous vouliez compiler sur avec NVC++, et vous disiez qu'est-ce que c'est que cette horreur? Parce que c'est NVCC qui sait faire. C'est pas NVC++. Là, depuis l'année dernière, les deux sont en train de converger pour que NVCC puisse commencer à faire un peu de sorcellerie C++ et que NVC++ puisse commencer à gérer un petit peu des kernels. Donc, c'est pas complètement fini, mais en fait, le plan annoncé de NVIDIA, c'est de merger NVCC et NVC++ pour qu'il n'y ait plus que NVC++ à la fin. Donc, il va pas devenir, enfin, il va pas vraiment devenir obsolète, c'est vu qu'il va être absorbé par NVC++, si tu veux. Donc, voilà. Ça c'est prévu, c'est déjà annoncé depuis l'année dernière, mais là, c'est encore en train d'avancer un peu plus. Ensuite, Antoine qui nous dit, peut-on espérer que dans quelques années, la bibliothèque standard C++ deviendra l'outil de référence pour créer du logiciel portable CPU, GPU? Bah, j'espère. Ah, on peut espérer. Après, dans quelques années, oui, c'est bien parti pour. C'est vraiment très très bien. C'est bien parti pour. Donc, vous voyez, là, on est quand même sur une bonne pente. Ça se passe bien. Il manque encore des choses, mais ça se passe bien. Où on n'aura plus besoin des Thrust, Coco, Sickle, etc. Est-ce que c'est réaliste? À long terme, en fait, c'est pas qu'on n'en aura plus besoin. Il y aura toujours Thrust. C'est juste qu'il sera planqué sous le tapis et c'est le compilateur qui va l'appeler directement. Comme pour le moment, les compilateurs, ils appellent TBB dès que vous voulez paralléliser des choses parce que c'est plus simple. Ils sont tous mis d'accord. Le backend, c'est TBB. Voilà, bah, on utilise TBB. Chez NVIDIA, ils utilisent Thrust parce que c'est leur bibliothèque. Chez Intel, ils utilisent déjà Sickle et ça fonctionne très bien. Cocos, je ne sais pas trop ce qui va devenir dans cette histoire, mais il va peut-être être absorbé par Sickle ou inversement, je ne sais pas trop. Ça faudra demander à David, c'est plutôt lui qui suit ce genre de choses. Mais typiquement, voilà, le plan, enfin, le plan, clairement, c'est ça. C'est on fait du standard et derrière, le compilateur se débrouille à faire de la magie noire pour que ça fonctionne. Peu importe le backend qu'il utilise, c'est son problème, c'est à lui de le faire. Et ce qui est bien, c'est quand vous utilisez le compilateur propriétaire qui va bien, il se débrouille pour linker avec ce qu'il faut derrière. C'est pas à vous de le faire explicitement et ça, c'est pratique. Pour donner un ordre de grandeur, C++32, j'espère que ça arrivera avant quand même. J'ai pas envie de patienter jusqu'à C++32. Normalement, enfin déjà le 23, il y a énormément de choses qu'on peut faire sans avoir la partie algèbre linéaire. On peut faire beaucoup de choses, que ce soit même avec les repeats, les joins pour faire des broadcasts, pour faire des reduce.
Alors, les stride reduce sont pas là. Ça, moi, ça m'embête beaucoup. Mais j'utilise Cublas, je triche, j'utilise Cublas pour aller plus vite. Après, ça serait bien que ça arrive. Alors, j'ai pas vu ça en 26, mais pour le coup, Vincent est plus au courant que moi vu qu'il est dans le comité de standardisation. Oui, pour les projets, ouais, exactement, ouais. Pour les projets au long cours, 2032, c'est demain, donc effectivement, commencer à regarder ce genre de choses maintenant pour après pouvoir les faire effectivement en 2032. En 2032, j'espère que ça sera bon quand même. Moi, si ça pouvait être bon pour 2026, ça m'arrangerait d'ailleurs. Mais bon, euh, il y a déjà des choses. Alors, il y a des choses qui sont annoncées qui fonctionnent pas, comme je vous ai dit. Mais voilà, les compilateurs propriétaires sont en passe d'être compatibles avec G++13, ce qui va débloquer énormément de choses. Après, je soupçonne que de leur côté, ils essaient d'être compatibles, mais que ça soit optimisé. G++13 fournit la fonctionnalité, mais sans optimisation, parce que là, pour l'instant, je vous ai dit, hein, les repeats et les joins, c'est pas vectorisé, c'est pas paralysé, donc ça pose problème. Parce que bon, il y a un moment, ça compile, d'accord, mais bon, si ça pouvait aller plus vite qu'un escargot, ça serait mieux. Pour le moment, c'est pas le cas. Je soupçonne que les industriels, eux, ce qu'ils veulent, c'est plutôt avoir un compilateur qui déchire dès le départ. Donc ça prend un peu de temps à faire, c'est normal, hein. Faut leur laisser le temps. Mais voilà, il y a moyen que des choses un peu plus C++esque arrivent. Et pour le coup, ouais, 2032, j'espère que ça sera bon quand même. Si vous avez d'autres questions. Sachant il y a plein de trucs que je voulais présenter que j'ai pas présenté parce que j'avais pas le temps, hein. Donc on verra. Il y aura plus de choses à l'école. Pour le coup. Une question de Fouad, est-ce que NVC++ est compatible avec OpenCL? J'ai pas testé. Dans la doc de chez NVIDIA, il y a beaucoup d'exemples OpenCL, mais après, je suis pas sûr. Je sais plus s'il compile avec NVC++ ou NVCC. Mais s'il y a une réponse, elle est dans la doc de NVIDIA. Après, moi, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas compatible parce qu'au final, c'est un compilateur, hein, comme un autre. Mais au pire, il y a toutes les infos dans la doc. Ils utilisent pas mal d'exemples OpenCL dans la doc, donc il y a moyen que ce soit compatible. À vérifier, mais il y a moyen que ce soit compatible. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Pierre? Alors, Sergei qui nous demande, est-ce que différentes parties du GPU sont capables d'exécuter du code différent en parallèle? Oui, oui, oui. Alors ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé là parce que j'ai pas le temps. J'avais pas le temps en 1 heure, déjà que la présentation était longue. Mais oui, oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Alors il y a une énorme mise à jour qui a été faite cette année. J'en parlerai plus en juin, vous aurez plus de détails là-dessus. Il y a deux choses. La première, c'est les streams. Quand vous faites du CUDA, vous avez des streams. Vous pouvez typiquement avoir plusieurs streams qui envoient des données, enfin des kernels un peu comme des perles sur le GPU. Et puis bah, dès qu'il y en a un qui a fini, il fait son calcul. Et vous pouvez avoir plusieurs calculs en parallèle, plusieurs transferts pendant qu'il y en a un qui fait du calcul, enfin des choses comme ça. Une énorme mise à jour de cette année. Je ne vais pas vous en parler trop parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler par rapport à ma présentation de juin. Une énorme mise à jour, c'est les graphes. QGraph est capable d'exécuter des graphes d'instructions sur GPU. Donc avec des tâches en parallèle, avec des barrières, avec des conditions, avec des boucles. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été faites cette année à partir enfin, avec QGraph justement. Donc oui, 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 c'est tout à fait possible. Avant, c'était possible avec plutôt des streams ou des choses comme ça. Maintenant, on peut carrément passer un graphe. Donc, un graphe, c'est un programme, hein, typiquement. On peut carrément passer un graphe en disant, voilà, j'ai tel kernel à exécuter, tel autre kernel à exécuter. Ah bah là, il faut que j'attende tel autre kernel. Là, je peux les lancer en parallèle. C'est tout à fait possible. Et ils ont des speed-up de fou en faisant ça. Donc, oui, oui, c'est tout à fait possible. Donc, plus d'infos en juin. Mais oui, oui, il y a des présentations. Bah, c'est Joe qui a fait une présentation là-dessus la semaine dernière. Ça déchire. Vraiment. Après, il y a plein de trucs dont je n'ai pas parlé aussi. Mais bon, là, c'est peut-être un peu tard. Mais typiquement, quand Adrien vous parle de dépendance entre les différents calculs, en fait, c'est aussi important quand vous écrivez un kernel sur GPU. Toutes les contraintes que vous avez entre bah, je fais x plus égal quelque chose et y plus égal x plus quelque chose, des choses comme ça, et il faut que j'attende d'avoir mon instruction d'avant qu'elle soit finie pour avoir celle d'après. Ça ralentit aussi sur GPU. Donc si vous pouvez avoir des instructions indépendantes, c'est toujours mieux.
Et typiquement, voilà, une chose aussi importante qui rejoint la question de Sergueï, c'est que si vous, vous avez pas assez de kernel pour faire des calculs, par exemple, je sais pas, sur X, sur Y et sur Z, bah faites 3 fois plus de kernel euh, lancés en parallèle. Et là, pour le coup, vous allez avoir des super performances pour exprimer plus de parallélisme avec plus de kernels qui s'exécutent en parallèle. Donc ça fait partie des conseils aussi qui sont donnés donc dans l'excellente présentation d'Athéna, justement, que je vous encourage à aller voir parce que vraiment, elle est top. Alors, c'est une introduction à CUDA. Alors, c'est une introduction, il faut s'accrocher quand même, hein. C'est une introduction, mais elle va beaucoup plus loin que ce que je vous ai présenté là. Mais ça permet de voir pas mal de choses. Oui, 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 Fouad, j'ai vu, ouais, j'ai vu passer l'annonce de Blackwell. Je suis en train de vous concocter une présentation qui va faire moins de 3 jours, j'espère, le 13 juin pour parler de tout ça, pour faire le tour de la GTC. Donc oui, oui, j'ai passé ma semaine, la semaine dernière, à suivre toutes les présentations de la GTC. Donc, enfin, j'en ai suivi. Là, je crois que je dois en être à 75 ou 76. Il m'en reste une petite quinzaine à regarder pour vous faire un joli rapport sur la GTC. Donc oui, Fouad, j'ai vu passer ça. Il y a des trucs de fou, mais je vous annoncerai ça. Je vous annoncerai ça proprement en juin avec une présentation dédiée, avec tout ce qui va avec l'historique aussi, parce que comme ça fait quelque temps que j'ai pas fait d'historique des présentations précédentes, parce que ça fait depuis 2020 quand même que je le fais ça. Donc, on va repartir sur de bonnes bases cette année pour embarquer des gens en plus. Donc, avec l'historique de ce qui s'est passé, de là où on va et de toutes les nouveautés. Donc, je vous évoquais 2, 3 trucs là, mais beaucoup de choses en perspective. Mais là, je vais pas en parler maintenant parce qu'on en a pour 2 heures et c'est pas une bonne idée. Mais oui, présentation le 13 juin, on parle de tout ça. On a déjà le créneau dans les webinaires. Il y a Sébastien qui a déjà fait l'indico, donc voilà, ça va arriver. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Alors, merci Fouad. Merci du compliment. Enfin, si plus personne n'a de questions, eh ben, je vous remercie d'être venu à cette présentation et puis je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Donc la semaine prochaine, c'est Joël qui va vous présenter de la sorcellerie C++20 avec Eve. Donc voilà, venez aussi, vous allez voir, ça va être intéressant. C'est de la vectorisation CPU C++20. Mais bon, Eve, Joël vous présentera ça beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas en dire plus. Mais vous allez voir, ça va être intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Et Ah, n'oubliez pas l'ouverture des inscriptions, du coup, pour la Graduate School. C'est la semaine prochaine. Vous avez toutes les informations sur le site internet. bah, merci tout le monde, à la prochaine.